Il existe, quelque part sur cette terre, des lieux où l'air semble plus lourd, où le silence paraît vivant, chargé d'une présence invisible. Des endroits où l'on jurerait que le vent chuchote des noms oubliés, et où chaque pas résonne comme un écho venu d'un autre temps. Ces lieux ne figurent pas dans les guides touristiques. On n'en parle qu'à voix basse, entre ceux qui savent. Ce sont des terres marquées par la peur, par la magie, par des histoires que les anciens refusent d'effacer. Des endroits où la sorcellerie ne relève pas du passé, elle respire encore, tapie dans l'ombre. Certains disent que ce ne sont que des superstitions, mais d'autres, ceux qui ont osé s'en approcher, racontent des choses qu'ils auraient préféré oublier. Des lumières étranges dans la nuit, des murmures sans bouche, des sensations de froid glacial alors qu'aucun vent ne souffle, comme si quelque chose ou quelqu'un observait, guettait, attendait. La sorcellerie a toujours existé. Depuis les forêts brumeuses d'Europe jusqu'aux villages reculés d'Afrique, des montagnes d'Amérique du Sud aux vallées isolées d'Asie, son empreinte traverse les âges. On la retrouve dans les symboles gravés sur les pierres, dans les offrandes laissées au carrefour, dans les traditions que même la modernité n'a pas su effacer. Elle change de forme, de nom, de visage, mais jamais de nature. Et si certaines pratiques se sont perdues avec le temps, d'autres continuent, dissimulées à la vue de tous. Des cérémonies secrètes, des invocations murmurées à la lune, des pactes qu'on prétend ne plus faire, mais que certains font encore. Là-bas, dans ces lieux précis, les frontières entre le monde visible et l'invisible semblent s'effriter. Le jour appartient aux vivants, mais la nuit appartient à autre chose. Ce soir, nous allons plonger au cœur de 5 endroits où la sorcellerie semble toujours à l'œuvre. Des lieux où le temps s'est arrêté, où l'énergie du passé imprègne chaque pierre, chaque arbre, chaque souffle d'air. Des endroits que les habitants eux-mêmes évitent, non par peur des histoires, mais parce qu'ils savent qu'elles sont vraies. Avant de continuer, un avertissement. Ce que vous allez découvrir n'est pas une simple légende. Ce sont des lieux réels, chargés d'histoires vraies ou de phénomènes que la raison peine à expliquer. Alors, si vous avez le cœur fragile, si vous croyez que certaines forces doivent rester dans l'ombre, fermez cette vidéo maintenant. Car à partir d'ici, il n'y a plus de retour en arrière. Bienvenue dans 5 lieux imprégnés de sorcellerie que vous devriez éviter. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo ne sort pas de l'imaginaire. Ces vérités sont anciennes, précises et dangereusement réelles. Mais il existe une manière de les comprendre, de les discerner et surtout de les vaincre. C'est exactement ce que je partage dans le livre « La stratégie du diable dévoilée ». Comment discerner ses attaques et marcher dans la victoire en Christ. Ce livre t'apprend à reconnaître les tactiques invisibles de l'ennemi, à protéger ton esprit des manipulations spirituelles et à renforcer ton autorité intérieure en Christ. Si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre ce que le mal redoute vraiment, alors le lien du livre est juste dans la description. Lis-le, médite-le et surtout, arme-toi de lumière avant de plonger dans l'ombre. La sorcellerie. Un mot chargé d'ombre, de mystère et de peur. Depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à comprendre ce qu'il ne peut pas expliquer. Et chaque fois que la nature, la maladie ou la mort échappaient à la raison, on accusait quelqu'un. Une femme trop solitaire, un vieillard étrange, un inconnu qui murmurait à la lune. Ainsi naquit la figure de la sorcière, à la fois redoutée, maudite et fascinante. Dans les civilisations anciennes, la magie n'était pas forcément maléfique. En Égypte, en Mésopotamie, en Afrique ou dans les Amériques, les prêtres,
Les guérisseurs et les chamans communiquaient avec les esprits pour guérir, protéger ou maudire. Mais avec le temps, les frontières se sont brouillées. Ce qui était autrefois sacré est devenu suspect. Et ceux qui manipulaient les forces invisibles sont devenus les ennemis d'un monde qui se disait éclairé. Au Moyen Âge, l'Europe entière sombra dans la peur de la sorcellerie. Des milliers de femmes furent accusées d'avoir pactisé avec le diable. Elles furent jugées, torturées, brûlées, parfois simplement parce qu'elles connaissaient les plantes ou vivaient seules à la lisière d'un bois. Les flammes des bûchers ont illuminé des siècles d'ignorance et de terreur. Et même lorsque le feu s'est éteint, la peur, elle, est restée. Mais la sorcellerie n'a jamais disparu. Elle s'est simplement cachée. Dans les bois, dans les montagnes, dans les coins reculés du monde, là où la modernité n'a pas encore tout balayé. Elle s'est transmise en silence, de génération en génération, dans des chants, des symboles, des recettes murmurées à la lueur des bougies. Et certains de ces lieux, marqués par les rituels et les croyances anciennes, continuent d'émettre une énergie étrange, comme une cicatrice invisible sur la peau de la terre. Pour comprendre ces endroits, il faut accepter une idée troublante. La sorcellerie n'est pas seulement un acte, c'est un lieu, une atmosphère, une mémoire. Un champ d'énergie façonné par la peur, la foi et les drames humains. Certains disent que la terre garde la trace des émotions les plus fortes et que les malédictions ne meurent jamais vraiment. Elles dorment, attendant qu'un pas, une parole ou un regard suffisent à les réveiller. Alors, quand on parle de lieux de sorcellerie, il ne s'agit pas seulement d'endroits où des rituels ont eu lieu. Ce sont des zones où l'histoire, la légende et l'invisible s'entremêlent. Des endroits où les siècles semblent s'être accumulés sans se dissoudre. Des lieux où, si vous tendez l'oreille, vous pouvez presque entendre les prières, les cris et les chants qui y résonnaient autrefois. Et parmi ces lieux, certains continuent de fasciner et d'effrayer à la fois. Des collines, des villes, des forêts où la sorcellerie semble encore pulser, vivante, vibrante, prête à se manifester. C'est là que nous allons maintenant voyager, à travers 5 endroits bien réels, mais où règne toujours l'invisible. 5 lieux où la magie noire, les rituels et les malédictions sont plus qu'un souvenir. Ils font partie du présent. Préparez-vous à franchir le seuil. Notre premier arrêt se trouve de l'autre côté de l'océan, dans une petite ville des États-Unis où la peur des sorcières a changé à jamais le destin de ses habitants. Bienvenue à Salem, Salem. Un nom qui résonne comme une blessure dans l'histoire de l'humanité. Petite ville paisible du Massachusetts, sur la côte nord-est des États-Unis, elle est aujourd'hui synonyme d'un mot « sorcellerie ». Mais derrière les vitrines touristiques et les musées consacrés à l'occulte, Salem cache une histoire tragique, un cauchemar collectif qui a coûté la vie à des innocents et laissé une empreinte spirituelle que le temps n'a jamais effacée. Tout commence en 1692. L'hiver est rude, les récoltes ont été mauvaises, et la peur rôde dans les esprits. Dans la communauté puritaine, chaque malheur, chaque maladie, chaque comportement étrange trouve une seule explication, le diable. Et c'est alors que tout bascule. Un groupe de jeunes filles de Salem Village se met à avoir des crises inexpliquées. Convulsions, hurlements, visions terrifiantes. Elles accusent des femmes du village de les avoir ensorcelées. Les rumeurs se propagent comme une épidémie. La folie gagne la colonie. Les procès s'enchaînent. Des dizaines de personnes, surtout des femmes, sont arrêtées, interrogées, forcées d'avouer des crimes qu'elles n'ont pas commis. Certaines sont pendues, d'autres écrasées sous des pierres, d'autres encore pourrissent en prison. Les accusations s'étendent si vite qu'on ne sait plus distinguer la vérité du délire.
L'air de Salem devient irrespirable, saturé de peur, de haine et d'aveux arrachés sous la torture. Ce qui s'est passé ici dépasse la simple hystérie. Les témoins de l'époque parlaient de phénomènes qu'ils ne pouvaient expliquer. Des animaux morts sans raison, des silhouettes aperçues près des maisons, des symboles tracés sur le sol gelé. Et aujourd'hui encore, certains habitants prétendent que les âmes des victimes n'ont jamais trouvé le repos. Des visiteurs affirment sentir une présence oppressante dans les anciens tribunaux, entendre des murmures dans les caves où l'on gardait les prisonnières, ou voir des ombres bouger là où il n'y a personne. La ville a depuis fait de son passé un commerce. Musées, visites nocturnes, festivals de sorcières. Mais ceux qui y vivent savent que quelque chose de plus profond plane sur Salem. Une énergie lourde, presque palpable, qui rappelle que la peur et la croyance peuvent qu'en créer leurs propres démons. Certains disent que les malédictions lancées par les accusés avant leur mort ont marqué la terre. Que chaque Halloween, l'air devient plus froid, les rues plus silencieuses, comme si le passé reprenait vie. Salem n'est pas qu'un lieu d'histoire. C'est un avertissement. Une preuve que la peur du mal peut parfois engendrer un mal encore plus grand. Et pourtant, malgré tout, beaucoup sont attirés ici, par curiosité, fascination, ou peut-être par ce frisson que seul l'interdit peut provoquer. Si vous visitez Salem, vous verrez peut-être une ville charmante, animée par le tourisme et la culture. Mais quand la nuit tombe, que les rues se vident et que le vent s'engouffre entre les maisons anciennes, vous comprendrez pourquoi certains habitants évitent encore certaines ruelles. Parce qu'à Salem, le mot sorcière n'appartient pas au passé. Il vit, murmuré dans l'obscurité, entre deux mondes. Et maintenant, notre voyage continue de l'autre côté de l'Atlantique. Direction l'Angleterre, où une colline verdoyante cache l'un des épisodes les plus sombres de la chasse aux sorcières, Pendle Hill. 2. Dans le nord de l'Angleterre, au cœur du Lancashire, se dresse une colline majestueuse et inquiétante, Pendle Hill. Son sommet se perd souvent dans la brume et ses pentes semblent murmurer lorsque le vent s'y engouffre. Pour les habitants des environs, ce n'est pas qu'un paysage, c'est un lieu maudit, hanté par les souvenirs de l'un des procès de sorcellerie les plus célèbres et les plus terrifiants de toute l'Europe. Nous sommes en 1612. L'Angleterre sort à peine des guerres de religion. Le roi Jacques Ier, obsédé par la chasse aux sorcières, vient de publier son Démonologie, un ouvrage qui encourage à dénoncer et exécuter tous ceux soupçonnés de pratiques occultes. Dans la région de Pendle, la peur se répand comme un poison. Des familles entières vivent isolées, accusées de pactiser avec le malin. Et c'est ainsi qu'éclate l'affaire des sorcières de Pendle. Tout commence par une querelle entre deux familles pauvres. Un simple conflit qui dégénère lorsque des accusations de sorcellerie surgissent. Rapidement, les rumeurs deviennent incontrôlables. On parle de malédictions lancées sur le bétail, d'enfants tombant malades sans raison, de silhouettes aperçues au clair de lune sur les collines. Des noms sont prononcés. Alison Device, Elizabeth Device, Anne Whittle, des femmes issues du peuple, connues pour leur savoir des herbes et leur mode de vie marginal. Elles deviennent les boucs émissaires parfaits d'une communauté terrorisée. Les arrestations se multiplient. Les prisonnières sont conduites au château de Lancaster, où elles subissent des interrogatoires brutaux. Certaines avouent, sous la contrainte, avoir participé à un sabbat sur la colline de Pendle, invoquant des esprits, pactisant avec le diable. Mais aucun témoin n'a jamais vu ces rituels. Aucune preuve tangible n'a jamais été trouvée. Et pourtant, 12 personnes sont jugées. 10 seront pendues. Depuis ce jour, Pendle Hill est devenu un symbole du mystère et de la peur. Les habitants disent que les sorcières n'ont jamais quitté la colline. Lors des nuits de pleine lune, des randonneurs racontent avoir entendu des rires étouffés, vu des lumières bleutées flotter entre les arbres,
ou senti une main glacée effleurer leur peau. Certains affirment même avoir aperçu des silhouettes vêtues de haillons observant les visiteurs depuis la brume. Aujourd'hui encore, Pendle attire curieux et amateurs d'occulte. Chaque année, à Halloween, des centaines de personnes gravissent la colline pour honorer les sorcières. Certains viennent par respect, d'autres pour provoquer les esprits. Mais les anciens du village mettent en garde. On ne réveille pas ce qui dort à Pendle Hill. Les plus téméraires déposent des bougies ou des fleurs sur le sommet. Certains repartent avec un malaise étrange, un vertige, ou la sensation d'être suivis jusqu'à leur voiture. D'autres rapportent des rêves troublants les jours suivants, où des voix féminines chuchotent leur nom dans la langue ancienne du Lancashire. Pendle Hill n'est pas qu'une colline. C'est un lieu de mémoire. Une terre chargée d'injustice, de douleur et de superstition. Mais c'est aussi un espace où le passé semble encore respirer, où la frontière entre l'histoire et l'invisible se brouille. Certains chercheurs affirment que la forte concentration de fer dans la roche pourrait expliquer certains phénomènes électromagnétiques. D'autres préfèrent ne croire que la magie des sorcières coule toujours sous la terre, prête à ressurgir. Alors, si un jour vous marchez sur Pendle Hill et que le vent se met à tourner autour de vous, écoutez bien, ce n'est peut-être pas le vent. Ce sont peut-être leurs voix. Prochaine étape, bien plus au sud, sur un autre continent. Un lieu où la magie ne s'est jamais éteinte, où les rituels et les sacrifices sont encore une réalité. Bienvenue à Benin City, au Nigeria, un territoire où l'ombre et la puissance des anciens dieux marchent toujours parmi les hommes. Troisième. Au cœur du sud du Nigeria s'étend Benin City, une ville vibrante, pleine de vie et d'histoire. Mais derrière ces marchés animés et ces rues colorées, plane une aura ancienne, presque palpable. Car ici, la magie n'est pas un vestige du passé. Elle vit, respire et façonne encore le quotidien. C'est une ville où le visible et l'invisible se croisent sans cesse, et où la sorcellerie, loin d'être un mythe, reste une puissance respectée et redoutée. Autrefois capitale du royaume du Bénin, Benin City fut le centre d'une civilisation puissante, régie par des rois appelés Obas. Ces souverains étaient considérés comme des intermédiaires entre les hommes et les esprits. Ils commandaient à la fois l'armée, la politique et le monde surnaturel. Sous leur règne, des rituels complexes étaient accomplis pour assurer la prospérité du royaume, protéger la cité et maintenir l'équilibre entre les vivants et les morts. Mais certaines de ces pratiques ont laissé des traces plus sombres. Des sacrifices, des malédictions et des invocations d'esprits qu'on dit encore actifs aujourd'hui. À Benin City, la magie noire et la sorcellerie sont regroupées sous le nom de Juju, un terme large, désignant autant la bénédiction que la malédiction. Certains docteurs spirituels utilisent le Juju pour guérir, bénir, purifier. D'autres, en revanche, s'en servent pour nuire, contrôler ou punir. Les objets rituels, statuettes, fétiches, poudres et amulettes sont souvent cachés dans les maisons, enterrés au carrefour ou suspendus dans les arbres. Il n'est pas rare qu'un passant change brusquement de chemin pour éviter un endroit marqué d'un signe inconnu. Car ici, chacun sait que certains symboles sont des avertissements ou des pièges. Les traditions racontent que les collines et les forêts autour de Benin City abritent des esprits anciens, gardiens invisibles des lieux. Certains sont bienveillants, d'autres farouchement dangereux. Les prêtres, appelés babalawos, servent d'intermédiaires entre ces forces et les hommes. Ils consultent les oracles, lisent les coris et pratiquent des rituels nocturnes pour apaiser les entités. Mais tous ne travaillent pas pour l'ombano apo, la lumière. Certains invoquent des esprits pour obtenir pouvoir, richesse ou vengeance. Les témoignages modernes abondent.
Des habitants racontent avoir entendu des tambours dans la forêt à des heures impossibles, ou aperçu des silhouettes translucides marchant sur la route du marché avant l'aube. D'autres affirment que certaines maisons abandonnées, héritées d'anciennes lignées royales, sont hantées par des voix qui chantent dans une langue oubliée. Et lorsqu'un malheur frappe un quartier, incendie, disparition, maladie, beaucoup pensent encore à une malédiction. Alors, des cérémonies sont organisées pour nettoyer l'espace, verser du sang animal et chasser l'esprit fautif. Les autorités religieuses et modernes tentent depuis longtemps de détacher la ville de cette réputation occulte. Mais il suffit d'une nuit d'orage pour que les vieilles croyances reprennent le dessus. Les éclairs illuminent les masques sculptés, le tonnerre roule sur les toits en tôle, et les anciens murmurent « Les dieux sont réveillés ». Benin City n'est pas un lieu qu'on visite à la légère. C'est une cité qui porte le poids d'une puissance ancienne, toujours vibrante. Ceux qui y vivent savent qu'on ne plaisante pas avec les esprits. On leur parle, on les respecte, on les nourrit. Et quand un étranger se moque ou enfreint une coutume, on dit qu'il finit toujours par le regretter. Pour les curieux, Benin City est fascinante. Pour les initiés, elle est sacrée. Et pour les imprudents, elle peut être dangereuse. Notre voyage nous emmène maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, sur un autre continent où les ombres se mêlent aux légendes, un lieu tropical, vibrant, mais réputé pour abriter les plus puissants sorciers du Mexique. Bienvenue à Catemaco, la capitale mexicaine de la magie noire. 4e. Au sud du Mexique, dans l'état de Veracruz, se trouve une ville enveloppée d'un mystère presque palpable, Catemaco. Entourée de montagnes verdoyantes et bordée par un immense lac d'eau douce, cette ville semble, à première vue, paisible et accueillante. Mais derrière son apparente tranquillité, Catemaco cache une réputation unique, celle d'être le cœur battant de la sorcellerie au Mexique, un lieu où la magie noire et la magie blanche cohabitent, s'affrontent et se nourrissent mutuellement depuis des siècles. Les habitants de Catemaco vivent avec la magie comme d'autres vivent avec la pluie ou le soleil. Ici, tout le monde connaît un brujo, un sorcier ou un guérisseur. Certains sont consultés pour soigner les maux du corps, d'autres pour résoudre des affaires d'amour, de fortune ou de vengeance. Mais à Catemaco, il existe une distinction claire. Les brujos blanco, sorciers blancs, travaillent pour le bien, tandis que les brujos negro, sorciers noirs, utilisent des forces beaucoup plus sombres. Chaque année, au mois de mars, la ville accueille un événement étrange et fascinant, le congrès annuel des sorciers. Des centaines de pratiquants de l'occulte, de curieux et de croyants se rassemblent pour des cérémonies publiques. Les brujos procèdent à des purifications, des exorcismes, des invocations. Certains disent que cette nuit-là, les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits deviennent presque transparentes. Les chants, les tambours et les fumées d'encens emplissent les rues tandis que les gens cherchent à se débarrasser de leurs malédictions ou à attirer la chance. Mais une fois la foule dispersée, la magie la plus noire reprend ses droits, à huis clos, dans les collines qui entourent le lac. Autour de la lagune de Catemaco, de petites cabanes de bois servent de temples improvisés. À l'intérieur, des autels sont couverts de bougies, de crânes, de statues et d'offrandes. Certains sont dédiés à la Vierge Marie, d'autres à des entités bien plus anciennes, parfois à des démons. Les rituels nocturnes y sont fréquents. On y entend des incantations en espagnol, en nahuatl, ou dans des langues que personne ne reconnaît. Des animaux y sont parfois sacrifiés, le sang versé sur la terre pour nourrir les forces invoquées. On dit que les échos de ces rituels résonnent jusque sur les eaux du lac, formant des vagues sans vent. Les habitants racontent des histoires troublantes. Des visiteurs disparus dans la jungle environnante, des lumières bleutées dansant au-dessus de l'eau,
des silhouettes apparaissant dans les reflets du lac. Certains assurent que les brugeots les plus puissants peuvent se transformer en animaux, jaguars, oiseaux, serpents, pour espionner ou effrayer ceux qui les défient. Et parfois, un simple regard échangé dans la rue suffit à provoquer des semaines de malchance. Les autorités et les religieux ont longtemps tenté d'effacer cette réputation, mais à Catemaco, la foi et la peur coexistent depuis trop longtemps. Les églises sont pleines le jour, et les autels des sorcières brillent en la nuit. C'est un équilibre fragile que personne n'ose rompre. Les habitants disent souvent « la magie n'est pas mauvaise ». C'est l'intention de celui qui l'utilise qui l'est. Mais tout le monde s'accorde sur un point. Il ne faut jamais se moquer d'un brugeot, ni refuser une bénédiction. Car ici, la frontière entre bénédiction et malédiction est aussi fine qu'une flamme de bougie. Catemaco fascine, effraie et attire. C'est un endroit où les traditions préhispaniques se sont mêlées au catholicisme, où les anciens dieux se cachent derrière les saints, et où chaque prière peut avoir deux visages. Beaucoup viennent ici en quête de réponses, et repartent avec plus de questions encore. Notre voyage touche presque à sa fin. Mais avant de quitter ces terres hantées par la magie, il nous reste une dernière étape, une vallée reculée du nord de l'Espagne, surnommée le village des sorcières. Un endroit où les sabbats résonnaient autrefois dans des grottes et où les flammes de l'Inquisition ont tenté, en vain, d'éteindre la nuit. Bienvenue à Zugarramurdi, la terre des légendes basques. 5. Aux confins des Pyrénées basques, à la frontière entre la France et l'Espagne, se cache un petit village entouré de forêts épaisses et de collines couvertes de brume. Zugarramurdi. Charmant et paisible en apparence, il est pourtant surnommé depuis des siècles le village des sorcières. Son nom est devenu synonyme de mystère, de rituels nocturnes et d'une tragédie qui a marqué à jamais l'histoire de la région. Tout commence au début du XVIIe siècle. L'Espagne vit alors sous l'œil impitoyable de l'Inquisition, et toute déviation religieuse est considérée comme hérésie. Dans les villages isolés du Pays basque, les habitants pratiquent encore des rites anciens, hérités des croyances païennes et de la nature. Ils honorent les esprits de la terre, du vent et des rivières, souvent sous la lune. Mais pour l'Église, ces pratiques sont des affronts directs à Dieu, et c'est ici, à Zugarramurdi, que la plus grande chasse aux sorcières d'Espagne va éclater. En 1609, un inquisiteur venu de Logroño, Pierre de l'Ancre, entend parler d'étranges cérémonies qui se tiendraient dans les grottes du village. On y évoque des danses nues, des festins, des sacrifices et des invocations au diable. Selon les rumeurs, des dizaines d'habitants s'y réuniraient lors de la nuit de la Saint-Jean pour un immense sabbat. La peur et la superstition font le reste. Les dénonciations pleuvent, souvent motivées par la jalousie ou les querelles de voisinage. En quelques mois, plus de 300 personnes sont accusées de sorcellerie. Les procès sont terrifiants. Hommes, femmes et enfants sont interrogés, torturés, forcés d'avouer des crimes imaginaires. Certains avouent avoir volé dans les airs, d'autres avoir copulé avec le démon. En 1610, 11 habitants de Zugarramurdi sont condamnés et brûlés vifs à Logroño. Leurs cendres se sont dispersées dans le vent des montagnes. Mais leurs histoires, elles, n'ont jamais cessé de hanter la région. Aujourd'hui encore, la grotte de Zugarramurdi existe. C'est une immense cavité naturelle creusée dans la roche, traversée par un ruisseau qu'on appelle ironiquement l'enfer. Le lieu attire des milliers de visiteurs chaque année. Certains viennent par curiosité, d'autres par fascination pour le mystère. Mais beaucoup ressentent la même chose. Un froid inexplicable, un silence pesant, comme si les parois elles-mêmes gardaient le souvenir des cris et des chants du passé. Les habitants, eux, vivent avec cette mémoire.
Ils ont appris à cohabiter avec leurs légendes. Chaque été, une fête païenne est organisée dans la grotte où l'on célèbre la nature, la liberté et les anciennes traditions basques. Les danses, les tambours et les torches rappellent les rituels d'autrefois. Mais cette fois, en hommage à ceux qui furent injustement condamnés. L'afro-frontière entre célébration et invocation pourtant reste mince. Des témoins racontent avoir aperçu des ombres danser au fond de la caverne après le départ des visiteurs. D'autres disent avoir entendu des voix chuchoter dans une langue oubliée. Et les anciens du village, plus superstitieux, affirment que certaines nuits, les sorcières reviennent, pas pour se venger, mais pour danser, encore et toujours, comme si leur fête n'avait jamais pris fin. Zugarramurdi est plus qu'un lieu. C'est une blessure, un souvenir vivant de la peur et de la liberté. Un endroit où la sorcellerie n'est plus un crime, mais une mémoire. Et pourtant, quiconque s'aventure seul dans la grotte après minuit comprend pourquoi on continue de l'appeler le village des sorcières. La terre y semble vibrer, les pierres sointent d'humidité et un souffle invisible caresse la nuque, comme un avertissement venu d'un autre temps. Notre voyage touche presque à sa fin. Mais avant de partir, prenons un moment pour comprendre pourquoi ces lieux, malgré la peur, continuent d'attirer les foules. Pourquoi la sorcellerie fascine toujours et pourquoi peut-être elle ne nous a jamais vraiment quittés. Pourquoi ces lieux continuent-ils de nous attirer malgré leur réputation, malgré la peur qu'ils inspirent, peut-être parce qu'ils touchent à quelque chose de fondamental. Notre besoin de croire que le monde ne se résume pas à ce que nous voyons. La sorcellerie, sous toutes ses formes, a toujours été le reflet de nos angoisses et de nos désirs les plus enfouis. Elle incarne à la fois la peur du mal et la tentation du pouvoir, la fascination pour l'interdit et la recherche du mystère. Ces lieux, Salem, Pendle Hill, Benin City, Catemaco, Zugarramurdi, ont en commun d'être marqués par la souffrance, le secret et le sacré. Ils concentrent des siècles d'histoire, de rituels et de croyances. Leur atmosphère n'est pas seulement celle des faits passés, mais des émotions humaines imprimées dans la terre. La peur, la douleur, la foi et la mort y ont laissé une empreinte invisible. Et qu'on y croit ou non, cette énergie, cette mémoire spirituelle, se ressent. Nous vivons à une époque où tout s'explique, la science, la technologie, la raison. Mais ces lieux rappellent qu'il existe encore des zones d'ombre. Des endroits où la logique s'arrête, où le silence et l'inconnu reprennent leurs droits. Ils réveillent cette part ancienne de nous-mêmes, celle qui écoute le vent dans les arbres et se demande si ce n'est pas un murmure d'un autre monde. Peut-être est-ce pour cela que tant de voyageurs, malgré les avertissements, continuent de s'y rendre. Pour ressentir, ne serait-ce qu'un instant, cette frontière fragile entre le réel et l'invisible. Pour toucher, du bout des doigts, le mystère. Et comprendre que peut-être la sorcellerie n'est pas une affaire de démons ou de malédiction, mais une façon pour l'être humain de dialoguer avec ce qu'il ne comprend pas encore. Ces lieux nous effraient, oui, mais ils nous rappellent aussi que le monde est vaste, imprévisible et profondément vivant. Et tant qu'il existera des endroits comme ceux-là, l'étrange, le sacré et le magique continueront de marcher à nos côtés, dans l'ombre de la nuit. Alors, que vous croyiez ou non à la sorcellerie, souvenez-vous d'une chose. Certains lieux portent en eux plus que des histoires. Ils conservent des émotions, des énergies, des cicatrices invisibles. Et parfois, s'y aventurer, c'est réveiller ce qui dort depuis longtemps. De Salem à Zugarramurdi, de Pendle Hill à Catemaco, chaque endroit nous murmure le même avertissement. Il y a des forces que l'homme ne comprend pas, et peut-être ne comprendra jamais. Des forces qui observent, patientent et attendent. Alors si un jour, en voyage, vous sentez un frisson vous parcourir l'échine, un silence trop lourd,
un regard invisible posé sur vous, écoutez votre instinct. Il essaie peut-être de vous dire « pars ». Merci d'avoir voyagé avec moi dans ces lieux où la nuit semble encore vivante. Et maintenant, dites-moi, lequel de ces endroits oseriez-vous visiter? Ou plutôt, lequel préféreriez-vous éviter? Abonnez-vous, laissez un commentaire, et souvenez-vous, la curiosité est une belle chose.